Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Probablement, ça va accélérer les projets de digitalisation, les projets de datafication autour des services pour mieux comprendre les métiers, mieux comprendre les compétences mises en œuvre, être capable de les projeter et rationaliser tout ça. Parce que c'est un marché qui travaille comme il travaillait il y a 50 ans avec une version d'Excel un peu plus puissante, avec 2-3 feuilles web, mais c'était pas encore, la transformation digitale de ces secteurs était encore relativement faible. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast spécial crise du coronavirus et start-up. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 entrepreneurs que nous avons déjà reçus dans nos émissions. Jean-Philippe Couturier, le patron de Wooz, Victor Reutenauer, le patron de Photoneur et Alexis Laporte, le patron de Hubware. Bonjour à vous 3. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission donc qui fait suite à un papier qui a été publié par Marc Simoncini dans le Figaro du 26 mars dans lequel il dressait un portrait pas très réjouissant de ce qui attend de nos startups technologiques en France et à l'étranger. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de la situation des startups, de la situation de vos startups, comment est-ce que vous êtes adaptés à la crise et le futur. Est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'on va voir bientôt le bout du tunnel? Alors avant de commencer le podcast, j'ai été chercher quelques petites statistiques sympathiques ce matin et hier. On commence par des statistiques de la FEVAD. 76% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars. Donc c'est pas top, hein. Ici on parle de e-commerce. Plus d'une entreprise sur 3 estime qu'elle ne pourra pas résister économiquement plus de 3 mois. Donc là c'est des problèmes de trésorerie. Et les statistiques qui viennent du ministère du Travail ce matin, en France, 4 millions de salariés au chômage partiel. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à vous 3, c'est comment est-ce que ça va dans vos startups ou dans vos scale-up respectives? On va commencer peut-être par Jean-Philippe. Oui, alors, première chose, nous, pour l'instant, tout le monde est en bonne santé, donc c'est déjà une première bonne chose. La deuxième, c'est qu'on a historiquement de la trésorerie, donc cette trésorerie, elle nous aide à passer cette période de crise. La mise en télétravail, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de Wooz, donc pas de souci là-dessus. Et puis, dernière chose, dans ces périodes de crise, généralement, les entreprises se tournent vers des solutions qui travaillent leur excellence opérationnelle, qui leur permettent de s'organiser. Donc, pour nous, c'est plutôt un moment où on reçoit beaucoup d'appels et beaucoup de demandes. Donc ça, c'est bon. Toi, Victor, comment ça se passe chez Photonauer? Alors, Photonauer, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. De manière un peu concomitante, on a ouvert notre bureau new-yorkais au début du mois de mars. Donc, on se prépare au télétravail. Ça n'en reste pas moins un enjeu assez fort de tous s'organiser sans jamais se voir. Maintenant, on travaille dans les déchets. Alors là, nos caméras qui sont déjà installées tournent, mais il y a un certain nombre de centres de tri qui sont arrêtés, 30% en France aujourd'hui. Mais cependant, on sent quand même une certaine résilience de la part de nos clients. Ouais, donc toi aussi, tu es actif dans le domaine de l'automobile, notamment dans tout ce qui est automatisation des sinistres, en tout cas du traitement du sinistre. Bon, là, il n'y a plus de voitures qui roulent, malgré un prix du pétrole qui est super bas. Donc là, par contre, c'est peut-être un petit peu moins réjouissant. Alors après, on a des contrats plus longs, en fait, avec les compagnies d'assurance. Donc, c'est pas quelque chose qui va causer des problèmes en termes de trésorerie à court terme. Toi, Alexis, comment ça se passe chez Hubware? Alors nous, de même, l'équipe est organisée en télétravail depuis le début, donc il n'y a pas vraiment eu de gros changements dans nos pratiques. On est un petit peu en situation tendue puisqu'on était en train de réaliser une levée de fonds qui est mise en pause du coup. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un peu d'incertitude au-delà de 3-4 mois. En revanche, on a vu des changements importants chez nos clients puisque on est très proche de leur service client. Donc on a vu déjà des réorganisations. La plupart n'étaient pas organisés pour faire du télétravail. Donc pendant une dizaine de jours, indisponibilité totale de nos interlocuteurs, que ce soit pour de la commercialisation ou pour le suivi de nos clients. Puis suite à ça, de nouveau de la disponibilité. Ce qu'on peut conclure, c'est que le service client a baissé en volume et puis a changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de procédures un peu spéciales. Mais en ce moment, ça va, on arrive à reprendre contact avec des prospects qui du coup se disent profitons peut-être de préparer la reprise et donc de revoir un petit peu nos process et de faire un diagnostic du service client qui est une de nos offres. Bon, alors j'entends que tous les 3, vous étiez déjà en télétravail. Maintenant,
Voilà, chez nous aussi, on était en télétravail 1 jour ou 2 jours par semaine. Ça fait quand même une différence de passer de 1 jour, 2 jours semaine et on se voit les 3 autres jours en présentiel à 5 jours semaine, quoi. Comment est-ce que cette transition a été gérée? Est-ce que ça a posé des problèmes particuliers? Qui veut répondre en premier? Tiens, peut-être toi aussi, Alexis? Alors, nous, on est vraiment une équipe répartie, en fait. On a des personnes qui... Alors, le bureau R&D donc, est à Toulouse. On a 2 personnes à Paris, on a une personne à Lyon, une personne dans la région de l'Est. On avait une personne à Annecy. Donc, c'est vraiment, vraiment dans la culture de l'équipe. Et pour le moment, ça va. Alors, on a une partie de l'équipe qui est en chômage partiel. On a eu plusieurs projets avec des clients annulés. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas non plus à 100% de l'équipe qui doit se réorganiser. Mais c'est quelque chose qu'on avait regardé dès le début en regardant des startups comme Automat, par exemple, ou ceux qui éditent des équipes de centaines de personnes en full remote. Ils arrivent très bien. Et depuis le début, on s'est dit, faisons comme ça. On a des stand-up tous les matins, tous les après-midi. Et on arrive très bien à garder ce rythme. Ah, vous vous mettez debout devant la caméra, c'est top ça. Toi, Victor, et puis après Jean-Philippe, comment est-ce que ça s'est passé justement cette transition du un peu de télétravail à full télétravail? Donc concrètement, on densifie le management, quoi. On n'avait pas cette culture d'être trop formel en termes de process, stand-up et ce genre de choses. Donc on s'y met petit à petit en remote. Ouais. Parce que je sens bien que les équipes en ont besoin. Ensuite, quand tu demandes quel problème on a rencontré, en fait, c'est surtout quel problème on essaye d'anticiper. J'ai peur de découvrir un jour ou l'autre qu'il y a quelqu'un qui est complètement démissionnaire, qui en a marre. Donc, on essaye de les appeler et de rester plus en contact. Ouais, ça c'est un vrai problème. Hein. C'est effectivement, je pense que là où tu dis les choses très très justement. Et aussi dans la droite ligne de ce que disait Alexis, c'est qu'il faut de la discipline tous les matins. Il faut sans doute un management qui est plus présent. Mais où est-ce qu'on met la limite? C'est-à-dire qu'il faut pas non plus qu'on fasse du micromanagement. Et d'un autre côté, on n'a pas envie que les gens se découragent. Toi, Jean-Philippe, comment est-ce que tu vis cette transition? Parce que vous avez aussi une grosse équipe, hein, vous. Ouais, nous on est une quarantaine. Alors ce que je te disais dès le début, enfin nous on fait du télétravail depuis le démarrage. On a des équipes éventuellement, évidemment, qui sont à Paris. On avait une vingtaine de personnes à Paris, mais une vingtaine de personnes en région. Et donc, on est organisé et depuis le début, on a cette rigueur. On est en dev agile, en Scrum, sur les sprints de 2 semaines, et tout est digitalisé chez nous. Donc, les user stories, on utilise à plein la suite Atlassian. Les gens ont vraiment ces processus en tête. Et donc, on voit pas pour nous, c'est pas un grand bouleversement. En revanche, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire quand même augmenter la présence managériale, s'assurer que tout le monde va bien, prendre des contacts. Mais on avait déjà des rituels comme les coffee breaks, comment dire, en télétravail, où chacun se retrouve autour de la caméra à prendre son café, etc. Donc, on s'est adapté. La courbe d'adaptation, la courbe de changement, elle est pas gigantesque pour nous. Ouais, est-ce que vous pensez tous les trois qu'en fait on peut être encore efficace à la maison, quoi? Il y a les gamins, il y a le reste de la famille qui est là, donc. Ouais, alors nous là-dessus, je trouve que tout le monde joue vraiment le jeu, c'est-à-dire que chacun déclare exactement à quel pourcentage il est, en disant bah voilà, moi il faut que je m'occupe de mes enfants, donc et donc on a une vision assez bonne. On sait qu'aujourd'hui et donc le sujet c'est moins le télétravail dans le sens le travail à distance que le fait que toute la famille soit à la maison et qu'il faille gérer les enfants. Alors là, on mesure, on sait qu'aujourd'hui on a une perte globalement d'efficacité par rapport au télétravail classique de 30%. Ouais, c'est énorme, mais c'est toujours mieux que d'avoir 0%. Donc c'est un compromis qui est encore acceptable. Comme moi, j'ai un collègue, par exemple, qui se lève à 4 heures le matin, qui travaille en 2 shifts. En gros, shift du matin, c'est pour lui, et puis l'après-midi, il s'occupe du gamin, et puis l'après-midi, c'est sa femme qui travaille, et le matin, c'est elle qui s'occupe. Est-ce que Victor ou Alexis, vous avez des remarques ou vous voulez rebondir là-dessus? Chez Photonauer, beaucoup des employés sont en fait assez jeunes et n'ont pas d'enfants. Il y en a 2 qui ont des enfants plutôt âgés, donc qui n'ont pas besoin de care en permanence. Maintenant, je n'ai pas chiffré la baisse de productivité, mais ça me fait un peu peur quand j'entends 30%. Après, le travail créatif de développement est de toute façon assez peu lié au temps passé devant son écran.
Je vais revenir maintenant à la tribune de Marc Simoncini. Hein. Je rappelle le titre, c'était Les jeunes pousses françaises se préparent à des temps très durs. Hein. Et en particulier, il y avait une citation là, qui m'a vraiment marqué. C'est un investisseur qui fait du early seed qui disait nous conseillons à nos entreprises de travailler à partir d'une hypothèse d'absence de refinancement dans les 6 à 12 mois qui viennent. 3 petits points, en espérant que le marché du capital risque se reprenne à cette échéance. Alors, je vais pas vous demander de faire des prédictions sur le futur, mais comment est-ce que vous envisagez, vous, dans vos startups scale-up respectives, les 12 prochains mois en termes de financement, justement? On commence par Alexis, par exemple. Oui. Alors, nous, on avait démarré une collecte alors, auprès d'un de nos investisseurs historiques. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même un espoir, c'est que un nouvel investisseur dans les 6 à 12 mois qui viennent, sa probabilité va peut-être baisser. Par contre, des refinancements avec son investisseur, ça, oui. Alors, peut-être pas tous, peut-être qu'il y aura un tri qui sera fait. Mais bon, voilà, on attend que la crise se termine. Alors, se termine la crise sanitaire et la crise économique pour avoir cette discussion avec eux. Mais oui, on doit clairement travailler sur d'autres hypothèses. Donc, d'autres hypothèses, c'est rapprochement avec d'autres acteurs, bien évidemment, plutôt type cession de la société. Ça, on commencera à en discuter si, une fois passée la crise, on s'aperçoit qu'un refinancement est compliqué et qu'on n'a pas de perspective à moyen terme d'être à l'équilibre. Ouais, toi, Alexis, tu tapes sur une reprise dans combien de temps? Alors, nous, on nous a tout de suite prévenu arrêt des financements pendant 2 mois. Donc ça, c'était début mars, hein, donc espérons que début mai, on puisse avoir de nouvelles perspectives. Là, c'est au moins parce que les rendez-vous physiques, par exemple, c'est quand même assez important pour faire une décision d'investissement. Je ne sais pas si la crise financière nous donnera vraiment des perspectives, mais à partir de mai, juin, on va pouvoir tracer la route pour la reprise après l'été. Hein. On en est là en termes de calendrier. Ouais, toi, Jean-Philippe, tu tapes sur combien? Moi, je pense que déjà, si on sort, on va sortir de confinement de façon très progressive, à mon avis. Si on sort de confinement en juin, on aura fait, à mon avis, un grand pas. Confinement total, je parle, hein, bien évidemment. Donc, je suis assez d'accord. Je pense qu'avant septembre, il va pas se passer grand-chose. Nous, on est parti d'un principe qui est que sur les 9 à 12 prochains mois, en termes de financement, c'est mort. Et c'est la vie d'une start-up et c'est la vie d'une boîte que de trouver des solutions. Enfin, nous, là, on est vraiment dans un mode qui est, OK, qu'est-ce qu'on change? Comment on change notre façon de travailler? Comment on change notre façon d'approcher nos clients, nos prospects? Et à nous de trouver les solutions. Donc voilà. Mais je pense qu'il est raisonnable de se dire que sur les 9 prochains mois, ça va être un peu compliqué. Ne serait-ce que parce que les VC, et c'est pas. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut pas en tenir rigueur. Hein. Les VC sont comme tout le monde, ils se demandent tout le monde se demande ce qui va se passer. Toi, Victor, tu tapes sur combien? Donc, de notre côté, nous n'avons pas besoin de financement dans l'année qui vient. Et je reprendrai le terme de bon père de famille de Jean-Philippe, qui effectivement prend tout son sens. Cependant, il est clair que notre croissance va être fortement impactée. On espérait multiplier par 2 ou 3 notre chiffre d'affaires en 2020. Bon, si on fait 50% de plus, on sera déjà très content. Donc effectivement, les temps vont être difficiles, c'est parfaitement clair. Alors, comment est-ce que vous abordez la période de R&D justement dans les 12 prochains mois? Est-ce que vous allez être plus prudent ou est-ce que, au contraire, vous allez vous concentrer sur certaines choses particulières que vous n'avez pas encore fait? On entend beaucoup là des gourous du management du temps qui disent maintenant c'est le bon moment pour vous concentrer sur tout ce que vous n'avez pas réussi à faire dans les 12 ou dans les 24 derniers mois, sur les projets un petit peu low priority. Comment est-ce que vous abordez ça? On continue peut-être avec toi, Victor. J'ai effectivement bien entendu ce terme-là. On s'est pas senti concerné en fait. Hein. Enfin, je ne saurais pas dire pourquoi, mais on a quelques projets de fonds qui avancent à des rythmes du coup relativement lents. Et par exemple, les travaux que j'ai faits en thèse de doctorat qui ont été repris par différentes personnes avec qui je travaille aujourd'hui et qui sont pas toujours leur priorité. Ensuite, nous, sans vouloir paraître trop machiavélique, on voit des opportunités. Donc, on est en train de proposer à la SNCF, au pouvoir public, d'être capable de
détecter le respect des gestes barrières dans les espaces publics. Et on pense que ce sera quelque chose d'utile lorsqu'il y aura des confinements et pour accélérer le déconfinement en toute sécurité. Et ça, c'est un projet que tu fais, je veux dire, c'est pro bono, ou est-ce que ça rentre vraiment dans une stratégie de développement de la société? C'est pas pro bono. Enfin, disons, nos investisseurs nous soutiennent pour lancer ce projet-là, mais on a déjà des pistes de financement assez sérieuses, à mon avis. Et vu nos coûts modiques, je dirais, disons notre agilité, notre capacité à adapter nos algorithmes aux besoins précis, je pense qu'on pourra fournir assez facilement des services rentables. Toi, Jean-Philippe, au niveau R&D, à quoi ça ressemble là, dans les 12 prochains mois? Alors nous, ça change pas sur l'implication R&D. Moi, j'aime bien les gourous du management du temps, mais enfin, dans une entreprise, on manage le temps, on manage les priorités, on manage aussi le cash. Donc voilà. Donc en termes d'implication R&D, ça change pas grand-chose. Par contre, sur la roadmap même, ça change puisque on a lancé une grande enquête auprès de nos clients et notre réseau. Et ce qu'on voit, c'est que dans les sociétés de services et les ESN, ce qu'on appelait avant les SS2I, les patrons de ces boîtes anticipent 40 à 50% de gel ou d'abandon de projet sur les 3 prochains mois. Donc ça veut dire que dans notre roadmap, nous on est en train d'adapter certaines fonctions pour leur permettre de gérer en temps de crise et de préparer la reprise. Et donc en quoi ça change notre R&D? Ça change une partie de nos priorités parce que le marché est en train de changer pour nos clients et nos prospects. Et toi, Alexis? Bon, sur du très court terme, la R&D pour nous, c'est encore plus compliqué qu'avant de la soutenir. Après, à long terme, dans une période de crise où il y a moins de ressources financières disponibles, moins de liquidités, est-ce que la R&D est remise en jeu? Je n'espère pas, parce que on fait pas de la R&D quand on a de l'argent, on fait de la R&D, il en faut, mais on fait de la R&D quand on a l'espoir de résoudre un problème, d'inventer quelque chose de nouveau. Et ça, il faut pas que ça change. Donc nous, l'activité R&D, on la maintient, elle est de toute façon très proche de ce qu'on livre chez nos clients. Par exemple, on va mettre à jour nos modèles prédictifs pour être capable d'identifier les questions relatives au coronavirus. On a vu ces changements arriver très rapidement et on a proposé des mises à jour à tous nos clients. Bon, on l'a fait gratuitement d'ailleurs pour les soutenir dans cette période de crise. Ce qu'on espère aussi, c'est que sur notre marché où il y a beaucoup de solutions, les décisions soient prises peut-être de façon un petit peu plus rationnelle et on verra quelles sont les solutions qui étaient des options et quelles sont les solutions qui sont core business dans l'optimisation du service client. Et ça risque d'être encore plus qu'avant le sujet dans les 12 mois qui viennent. Alors, tu dis une chose qui est vachement intéressante. Tu dis, voilà, on fait de la R&D parce qu'on a l'espoir de résoudre un problème. Mais moi, aujourd'hui, lorsque j'entends des clients qui auparavant commandaient soit des services chez nous, soit peut-être aussi des services chez vous, ils m'ont l'air tous obnubilés par une seule chose, c'est réduire les coûts, parce que tout le monde anticipe une baisse d'activité ou la sent déjà, 50, 60%. Nous, on a des clients dans la com à Paris qui ont mis 80% de leur masse salariale au chômage. On a des clients en Belgique dans la pub qui voient un effondrement complet des investissements des annonceurs. On en a certains qui ont quasiment moins 100% pour tout ce qui est affichage dans la rue. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on peut en fait trouver comme bonne idée, comme bon problème à résoudre qui va inciter les entreprises dans cette période très particulière où tout le monde est vraiment un petit peu hystérique à vouloir encore investir de l'argent. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Je pense que tu vois, je crois qu'il y a une grande différence entre B2B et B2C en fait. Et je pense qu'on est beaucoup là à travailler sur de l'excellence opérationnelle, de l'optimisation de processus chez les clients. Et c'est ce que les clients vont chercher. En fait, si on regarde la crise de 2008, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une explosion des achats de robots industriels en 2009 parce que on voulait digitaliser, on voulait automatiser. Et ce qu'on voit, c'est beaucoup de deals qui s'arrêtent ou beaucoup de financements qui s'arrêtent dans le B2C. Airbnb très clairement a dit moi j'arrête de recruter et je mets 800 millions de marketing je suspends 800 millions de budget marketing. Bird, qui était valorisé 2,5 milliards, a réuni tout le monde vendredi dernier et a annoncé à des centaines de personnes qui perdaient leur job et qu'ils avaient pour ça 1 mois de salaire, 3 mois d'assurance maladie et puis 1 an pour exercer leur stock et c'était fini. J'ai vu 2 banques d'affaires qui ont perdu respectivement 70 et 80% de leur deal, mais beaucoup en B2C.
Et je pense qu'il y a une grosse différence en B2C et en B2B, en fait. Je sais pas si vous me rejoignez, si vous voyez la même chose, mais Bah, tu sais, la pub, ça se fait. Là, je parle de budget pub en B2B. Hein, je parle d'agences de com. Je parle d'annonceurs qui juste suppriment. Mais bon, là, tu l'as dit, voilà, 800 millions de budget marketing qui est supprimé. Bah, paf, directement, ça va impacter l'écosystème publicitaire, ça va impacter l'écosystème des études, du marketing en général. oui, beaucoup, je pense que sur les services. Mais en termes de R&D, c'est là où les clients et les prospects ont besoin d'innovation pour améliorer et continuer à améliorer leur processus, pour retrouver leur rentabilité et pouvoir réinvestir. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, ils sont attentifs à ça, ils ont une oreille pour ça? Non, mais je pense que dans les 3 mois qui viennent, ils l'auront. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a d'oreille à rien, puisque en fait, la seule oreille qu'on tend, c'est l'oreille de la crise. C'est-à-dire que tout le monde veut comprendre ce qui se passe. Et je pense que dans une période de crise, on n'est pas encore en train de penser la reprise. On est en train de s'organiser pour gérer la crise, c'est-à-dire essayer de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer. Et on le voit bien, même les gouvernements ont du mal. Trump avait demandé 800 milliards au départ au Congrès. Finalement, on va demander 2200 milliards. Tous les gouvernements ont réagi en se disant on va mettre beaucoup d'argent. Finalement, tout le monde est revenu au bout d'une semaine ou deux en disant c'est pas assez. Et donc tout le monde, on prend étape par étape conscience de la profondeur de cette crise. Et tant qu'on n'aura pas une bonne vision de ce qu'est cette crise, je pense que tout le monde restera dans cette vigilance et cet instant de crise et pas encore dans la reprise. Alors justement, à propos de la crise qu'on est en train de vivre, je reprends l'article de Simoncini, il dit « En tant qu'entrepreneur, j'ai vécu le crack de 87, puis celui de 2000 et celui de 2008. Au vu de ce qui remonte de toutes nos startups, ça va piquer fort, beaucoup plus fort. » Quelle est la différence justement que vous percevez, alors pour ceux qui sont assez âgés bien entendu, mais par rapport aux crises précédentes, et est-ce qu'on est dans des conditions qui sont différentes pour le financement des startups? Moi, je trouve que c'est super différent. En fait, on peut se référer à l'histoire, hein, mais la crise de 2000, c'était une crise des valeurs tech. La crise de 2008, c'était une crise du monde de la finance, mais en fait, l'industrie s'était pas arrêtée. Alors que là, on est dans une crise de l'économie réelle. L'économie s'est arrêtée. On a 3 milliards de gens en confinement. Et c'est pas des problèmes de subprime ou des problèmes de valeurs techno, de bulles techno. On est vraiment dans une crise de l'économie réelle. Et par contre, au-delà de cette crise de l'économie réelle, ce qu'on voit aussi, c'est que en 2008, les États ont eu du mal. Les États ont mis longtemps à réagir et à créer de la dette, à mettre en place des mécaniques de quantitative easing, etc. Là, les gouvernements ont réagi très très vite. Les ventures étaient beaucoup moins gros, le financement des startups était beaucoup moins mature qu'il l'est aujourd'hui. Donc oui, ça va piquer très fort, mais je pense que il est encore trop tôt pour comprendre comment ça va réagir parce que les conditions sont pas tout à fait les mêmes. Victor, Alexis, une remarque par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord que cette crise est beaucoup plus forte. J'ai effectivement d'assez peu de souvenirs de celle de 87, mais Jean-Philippe a bien retranscrit les deux autres. Et à mon avis, il y aura des fortes restructurations très profondes à différents niveaux de la société. Maintenant, moi, je me sens exposé sur les aspects de digitalisation, enfin de numérisation plutôt, et je pense que c'est quelque chose qui va de toute façon s'accélérer. Toi, Alexis, est-ce que tu as une remarque par rapport à ça? Non, j'ai assez peu de recul sur les crises précédentes. Je ne saurais pas les comparer. Ce que j'observe, c'est que il y a une sorte d'inquiétude et puis je sens aussi que les gens sont plus solidaires entre eux et je sens aussi que les gens se redécouvrent en étant chez eux, en télétravaillant. Donc, qu'est-ce que tout ça va faire à la fin? Est-ce que la société va changer? Et donc, est-ce que les règles du jeu du financement et de la vente vont changer? Probablement, mais je ne saurais pas encore dire comment. Ouais, alors hier, pour ceux que ça intéresse, j'ai publié hier, donc le 1er avril, un article qui n'était pas une blague du tout, dans lequel j'analysais, ou en tout cas je prédisais les changements de comportement sur la base des signaux qui sont envoyés par Google Trends, et en particulier, c'est une analyse que j'ai faite il y a une semaine, je prédisais l'avènement, en tout cas l'intérêt grandissant pour des sociétés qui livrent les ingrédients à domicile avec les recettes. Donc, c'est plus de la livraison de repas tout faits, c'est de la livraison d'ingrédients avec les recettes qui vont avec. La boîte dont je parle s'appelle HelloFresh. Elle distribue pas encore en France, mais elle distribue dans d'autres pays d'Europe. Voilà, et le jour où je publie l'article, la boîte prend 20% sur le stock exchange. Donc c'est voilà, il y a effectivement toute une série de choses qui sont
qui sont à remettre en cause. Je suis d'accord sur l'automatisation et sur la robotisation. Je pense que là aussi, ça va être un secteur qui va en prendre, qui va prendre beaucoup de valeur. 2 points là-dessus, hein. Nous, on a interrogé une base de 2000 acheteurs de prestations intellectuelles qui disent que le secteur sur lequel ils vont continuer à investir, c'est la transfo digitale. Et encore une fois, parce qu'ils vont vouloir améliorer leur bas de bilan. Je pense que c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, c'est que le président Macron et globalement l'Europe nous donne des signaux forts sur la relocalisation et la réindustrialisation sur certains domaines comme la pharma. Et je pense qu'on aura des grands ponts industriels qui vont revenir parce qu'ils sont stratégiques. Et on vient de découvrir qu'ils étaient stratégiques. On vient de découvrir que c'est pas une très bonne chose que d'avoir la majorité des médicaments qui soient produits en Chine et en Inde, par exemple. C'est assez marrant parce que c'était une des questions du débat présidentiel, hein, avec Le Pen qui disait qu'elle allait relocaliser toutes les industries de production de médicaments. Et donc là, ça revient comme une gifle en pleine face. Je passe à la prochaine question. Encore une fois, c'est une question qui est inspirée par ce que dit Simoncini. Il dit arrêtez de brûler du cash, ne cherchez plus l'hypercroissance et concentrez-vous sur la rentabilité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour chercher la rentabilité quand on sait les efforts financiers importants qui doivent être consentis en R&D? Et est-ce que ça veut dire qu'il va falloir aller chercher de nouveaux marchés, baisser ses prix, vendre différemment? Tiens, Victor. Sans vouloir faire de boutade, comment est-ce qu'on cherche la rentabilité quand on l'a trouvée? Mais blague à part, il est tout à fait évident qu'on aurait souhaité, en tout cas qu'on voyait des poches d'opportunités sur lesquelles on était prêt à investir fortement. Enfin, je vais donner une idée comme ça, mettre des caméras sur toutes les dépanneuses de France pour pouvoir faire une expertise automatique dès que le véhicule est pris en charge. C'est pas quelque chose sur lesquels on est capable d'investir tout seul et on aurait besoin de financement là-dessus. Maintenant, c'est un projet qu'on avait uniquement en gestation. Donc peut-être que dans le cadre de la transformation digitale de la société, les assureurs vont se rendre compte que c'est un vrai bon cas d'usage qui évite des déplacements d'êtres humains, et peut-être qu'ils vont trouver un pool de financement, ou bien que cette idée va nous être piquée du coup. Est-ce que ça veut dire que l'État doit aussi intervenir pour soutenir l'innovation d'idées qui étaient en gestation justement? Je ferai pas un appel à l'État sur ce genre de sujet. Mais je crois que l'État remplit tout son rôle actuellement. En tout cas, c'est ce que je perçois d'un point de vue personnel et ainsi que pour ma société. Toi, Alexis, comment est-ce que tu perçois ça? Comment est-ce que tu vas aller chercher de la rentabilité tout en continuant peut-être à investir en R&D? En fait, on était tout à fait en train de travailler sur ça en début d'année. Nous, dans notre démarche auprès de nos clients qui ont donc des centres de service clients, il y a une phase d'avant-projet où en fait on va analyser notamment les messages qu'ils reçoivent, on va analyser les emails. Et c'est jamais quelque chose qu'on a vraiment commercialisé, mais en fait c'est une très bonne manière aussi de faire le tri entre les bons et les mauvais projets. Et tout simplement on valorise cette partie-là de notre travail et on en fait une offre qui s'appelle le diagnostic. Et ça vient tout naturellement des discussions qu'on a avec des clients. Ils se demandent, mais vous faites comment en fait pour valider qu'il y a bien un potentiel de venir automatiser une partie du service client et de venir améliorer la qualité des réponses sur une autre partie? On leur dit, il y a une phase d'avant-projet où on va faire un audit, on va faire un diagnostic et c'est tout à fait naturel. Et donc en fait, on va réussir à aller vers la rentabilité en monétisant cette partie-là du travail qui est créatrice de valeur et qui permet de choisir les bons projets. Ouais, donc ça veut dire en fait que tu sors une partie d'activité qui n'était pas valorisée ou en tout cas qui n'était pas exposée pour en faire un nouveau produit ou un nouveau service, une sorte de repackaging de l'offre ou en tout cas des activités qui étaient invisibles. Complètement. Et ça permet aussi aux clients de nous confirmer qu'ils sont bien engagés et que c'est vraiment quelque chose dans lequel ils souhaitent aller. Donc ils y mettent un petit peu d'argent dès le début. Donc c'est une bonne chose. Alors après, la crise a accéléré cette réflexion chez nous, mais elle est naturelle.
Toi, Jean-Philippe? Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une partie, concrètement, il y a une partie qu'on voit être un peu plus de service et le fait de valoriser ce service qu'on avait tendance à faire un peu gratuitement pour nos clients. Encore une fois, après, on reste. Je reprends Airbnb hein, qui gèle 800 millions de budget pub. On peut aller chercher la rentabilité à court et moyen terme. En gelant des budgets pub, en gelant une partie de la R&D ou en sortant des équipes. Je pense que quand on est dans de l'excellence opérationnelle, nos clients là vivent des transformations d'organisation, de processus, il faut qu'on les adapte. Donc nous, on a plutôt pris le taureau par les cornes en disant c'est le moyen là maintenant d'aller chercher de nouveaux clients et en fait on va pas s'arrêter. Encore une fois parce qu'on a de la trésor, hein, sinon ça changerait profondément les choses. Donc je parle vraiment que pour nous. On a de la trésor, donc on continue à investir et on continue à aller de l'avant et on continue à aller chercher de l'acquisition. Et comme le disait Alexis, en monétisant aussi une partie des services qu'on avait tendance plutôt à faire gratuitement avant. Alors, je me souviens, à chaque fois que j'ai fait un podcast avec vous, il y a toujours la question du recrutement et de cette très forte tension qui existe sur le marché de l'IT pour avoir les meilleurs et les garder. Est-ce que la période dans laquelle on est actuellement, c'est une période d'opportunité pour aller recruter des gens qui sont peut-être en interprojet ou qui se sont fait débarquer de leur projet parce qu'ils étaient freelance, indépendants? Clairement, et je pense que ça va être vrai dans les 6 prochains mois. En fait, on le voit par exemple dans le secteur des services. Le secteur des services qui utilise beaucoup de talents. En fait, c'est un secteur qui est hyper corrélé à la croissance et décroissance du PIB, avec un facteur 3 par rapport au PIB. Donc, s'il y a décroissance de 3 points du PIB, il y aura des décroissances probablement d'autour de 10 points sur ce secteur. Et avec 6 mois de retard, parce qu'il y a toujours des queues de comètes de projets. Donc, en fait, dans les 6 prochains mois, il va y avoir de plus en plus de gens en recherche d'emploi. Les périodes d'essai, il y en a beaucoup qui sont arrêtées. Donc, ça crée pour, encore une fois, les entreprises qui ont de la trésorerie, de vraies opportunités de recrutement intéressantes, avec un marché qui va probablement se calmer sur les prétentions salariales en plus. Alexis, Victor, est-ce que vous avez l'intention de recruter justement pendant cette période-là? Nous avons des projets de recrutement du côté de Photonoware. Cependant, je n'observe pas encore une détente sur le marché des data scientists en tout cas. Toi, Alexis? Pas de projet de recrutement en particulier actuellement. Ce que je me dis, c'est que si effectivement il y a des départs sur certains groupes, il y a quand même des profils qui vont chercher la sécurité et aller vers une société qui aura pas des perspectives très long terme. Peut-être aussi des profils de gens qui chercheront à aller sur des projets dont ils se sentent plus proches et dont ils partagent les valeurs. Donc ça peut encore une fois créer pas mal de perturbations. Il y a un petit peu d'inconnu, je pense. Je pense que là-dessus, on peut vraiment avantageusement regarder le marché américain, parce que le marché américain a beaucoup moins d'amortisseurs que le marché français ou que certains marchés européens. Oui. Et donc, Victor, tu parlais de data scientist. Typiquement, le New York Times a sorti un bon article sur les startups pendant la crise. Et un des exemples, c'est un data scientist qui vient de perdre son job, comme énormément de data scientists. Hein. On est passé, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, et le New York Times a fait une couverture d'ailleurs brillante sur le sujet, puisque on montre que on avait à peu près 200 000 nouvelles demandes d'emploi, demandeurs d'emploi aux US par semaine. On est passé à 3 300 000 il y a 10 jours, pour juste en une semaine, qui est la hausse la plus importante jamais enregistrée dans l'histoire des États-Unis. Hein. La précédente hausse était la crise de 82 avec 600 000 demandeurs d'emploi nouveaux en une semaine. Et en fait, tout le monde est touché. Et je pense que réellement, même sur les data scientists et même globalement sur des talents en transfo digital, encore une fois, ça va demander 6 mois sur le marché français parce qu'il y a des amortisseurs, mais il va y avoir un marché qui va vraiment évoluer, je pense. Ouais, donc il y a des affaires à faire, on va dire, dans 6 mois, à partir de la rentrée de septembre. Ouais, alors après, il y a des affaires à faire. Et puis, je veux dire, d'un point de vue très humain, il va y avoir des drames, réellement. Hein. Je pense que je rejoins Simon Sini quand il dit que ça va piquer fort et que d'un point de vue sociétal, c'est réellement brutal ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'on en fait justement de cette crise? Parce que il y a les vendeurs de masques et de gel hydroalcoolique là qui en profitent à fond. Parlons pas de toutes les entreprises qui se reconvertissent. On a vu qu'Hermès se reconvertissait. J'ai même vu que Lamborghini produisait des masques avec une étiquette Lamborghini. Hein, si vous avez la chance d'en avoir un, gardez-le parce que ça va devenir collector celui-là. Mais bon, pour toutes les boîtes de services en B2B,
Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette crise et au-delà des particularités des uns et des autres, des entreprises des uns et des autres, comment est-ce qu'on va se projeter? Qu'est-ce qui va changer d'après vous? Est-ce que d'abord il y a quelque chose qui va changer lorsqu'on va sortir de cette crise si on en sort, disons voir, allez, au mois de septembre? Moi, je pense que les entreprises, on va tous revenir à l'essentiel. Et beaucoup d'entreprises vont revenir à l'essentiel. Ça veut dire que les services qui n'étaient pas essentiels et c'est cette bulle qui se créait sur des services divers et variés où c'était un peu fun d'avoir, mais c'était pas essentiel. Donne un exemple, Jean-Philippe. Je n'ai pas comme ça en tête sur du B2B. Moi, j'ai vu émerger plein de boîtes de SaaS avec des fonctionnalités relativement sommaires pour des coûts à 10 euros par mois et par salarié. Je pense que ça, les entreprises vont couper dans le vif et voilà, donc on va recentrer. En revanche, je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour les gens qui vont centrer leur business sur la période actuelle en se disant voilà le problème et je sais plus si c'était Victor ou Alexis qui disait il faut que la R&D elle adresse un problème. Des problèmes, il y en a plein de nouveaux qui vont se créer avec cette crise et ceux qui vont réussir à prendre le virage et aller chercher ces nouveaux problèmes et à y apporter des réponses valables, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Encore une fois, et je veux pas être cynique, mais Trump a dit quelque chose d'absolument hallucinant. Il a dit si on a entre 100 et 200 000 décès aux États-Unis, on aura fait un good job. Eh ben, en fait, 100 ou 200 000 décès aux États-Unis, ça va marquer la population à jamais, en tout cas pour de nombreuses années, émotionnellement parlant, mais économiquement parlant, sur une population de 400 millions, et en fait, les États-Unis repartiront et les économies vont repartir. Donc, il y a des choses à faire. Et je pense que il y a un problème économique, mais je crois qu'il y aura vraiment un problème social et un problème émotionnel. Et ça, il faut pas le négliger. Plus qu'un problème économique pour ceux qui prendront pour ceux qui prendront le virage. Il y aura des drames économiques, soyons très clairs, mais il y a aussi des choses à faire. Alors on va reparler des problèmes pour lesquels des solutions sont attendues. D'abord, j'aimerais avoir la réaction d'Alexis, puis ensuite Victor. Ce que je me dis, c'est que les gens réalisent que l'agilité est très importante, la capacité de s'adapter. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouvera plus derrière. Si on entend là que des budgets de R&D sont coupés, c'est bien qu'on est dans une vision très linéaire des projets. C'est normal. Ça fait des dizaines d'années que notamment dans le domaine numérique, on fonctionne comme ça. Il faut trouver de nouvelles manières d'avancer sur les projets les plus importants. Donc c'est aux startups de trouver de nouvelles manières de le monétiser, aux grands groupes, aux clients de trouver de nouvelles manières de consommer ces services. Mais il faudra toujours trouver des solutions d'avancer avec plus d'agilité. Les gens auront vécu un traumatisme et donc feront la part des choses entre ce qui est très important de faire pour qu'un projet se passe bien et puis peut-être des façons de faire avant qui étaient au final pas si importantes et qui changeront leur pratique. Toi, Victor, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que l'aspect sociétal et psychologique sera très marquant, hein, bien que c'est bien sûr en dehors de mes compétences. Ensuite, c'est vrai qu'en termes d'économie, comme l'a dit Jean-Philippe, ça va repartir. Il y aura des activités et en particulier, les activités essentielles. Je crains tout de même que les gens continuent à prendre leur voiture malgré le bien qu'on fait au climat aujourd'hui avec le confinement. Mais du coup, je ne suis pas à moyen et long terme réellement inquiet pour l'activité économique et les activités économiques des sociétés que je côtoie. Oui, donc on va pas rentrer dans le débat sur l'environnement parce que ça dépasse un petit peu le cadre de la discussion qu'on a maintenant, mais alors ce qui est clair, c'est que je lisais je pense une tribune aussi dans le Monde hier ou aujourd'hui où l'excuse en fait de la crise est prise pour déconstruire toute une série de choses et de déconstruire notamment toutes les timides avancées qui ont été prises en faveur du climat. On voit aussi des avancées démocratiques qui sont complètement niées en Hongrie. Donc faut faire attention en fait, cette crise à la fin ça pourrait n'avoir qu'un effet temporaire et au contraire avoir un effet à moyen terme, à long terme sur le climat, sur l'environnement, sur les sociétés extrêmement négatif. Alors on en revient aux problèmes. Donc qu'est-ce que c'est les problèmes aujourd'hui
que les sociétés vont avoir ou qu'elles ressentent et qu'il va falloir adresser, comme on dit en anglais. Donc là, c'est l'exercice de brainstorming, c'est vraiment on va dire l'essence même de ce podcast. C'est qu'est-ce qu'on en tire, les personnes qui nous écoutent maintenant, à quoi est-ce qu'elles doivent être attentives si elles veulent développer des offres qui ont une chance de percer pendant cette période super compliquée. Donc si je peux commencer, je crois vraiment que c'est numérisation de la société, tous les services à distance. Nous, dans l'expertise automobile, ce qu'on promeut, c'est le self-care et les expertises à distance. Donc quand les particuliers prennent eux-mêmes leurs photos plutôt que de se déplacer ou de faire venir un expert. Et c'est ce qu'on voit nous aussi dans les déchets. Maintenant, de manière plus générale, je crois que cette analyse peut se répliquer et se généraliser. Toi, Alexis, comment tu vois ça ? D'où vient la crise ? Ce qu'il faut arriver à savoir, c'est cette crise qui était inattendue. Est-ce que c'est un coup de malchance, qu'elle était complètement improbable, donc elle n'aura pas lieu de nouveau ? Ou est-ce qu'en fait c'est tout un faisceau de choses dont on ne s'était pas rendu compte ? Et c'est sur ces éléments-là que la société évoluera. La proximité entre les gens, les voyages, toutes ces choses-là sont impactées. On ne sait pas aujourd'hui dire si c'était vraiment juste improbable ou juste inaperçu. Mais c'est sûr que les gens vont découvrir qu'ils peuvent travailler de chez eux. C'est sûr que les gens vont découvrir qu'il y a des choses qui sont, à leur sens, plus importantes que d'autres. Alors ça concerne beaucoup le B2C, ou en tout cas les outils pour les particuliers ou les gens qui travaillent. Dans mon secteur, je vois bien que le service client a complètement changé. Les entreprises s'aperçoivent qu'il faut être capable de s'adapter rapidement à des changements brutaux. Donc on est là pour les accompagner. Mais pour le moment, on va traverser cette crise, on va voir ce qu'il en ressort derrière. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des nouveaux business à inventer. Toi, Jean-Philippe, est-ce que tu es plus optimiste par rapport aux opportunités qui sont présentées par la crise ? Moi, dans mon secteur, oui, je répondrai déjà à ton premier point sur la société. Je pense que cette crise, ce n'est qu'un catalyseur des problèmes de société qui étaient sur la table. À savoir, et on avait ce grand débat avec les GAFAM, ou les BATX, c'était la démocratie, le respect des libertés. On voit bien qu'avec l'état d'urgence sanitaire, on a des vraies questions sur la démocratie. Et puis l'emploi. Et je pense que cette crise, ça va être un catalyseur, encore une fois, de transformation digitale, d'automatisation. Moi, sur le secteur, mon premier secteur, qui encore une fois, est le secteur des services, c'est un secteur qui historiquement passait à côté de 10 à 30% de chiffre d'affaires et 3 à 5 points d'EBIT, de renta. Et donc, on ne pourra plus passer à côté de ça. Et probablement, ça va accélérer les projets de digitalisation, les projets de datafication autour des services pour mieux comprendre les métiers, mieux comprendre les compétences mises en œuvre, être capable de les projeter et rationaliser tout ça. Parce que c'est un marché qui travaille comme il travaillait il y a 50 ans avec une version d'Excel un peu plus puissante, avec 2-3 feuilles web, mais c'était pas encore, la transformation digitale de ces secteurs était encore relativement faible. Donc, de mon point de vue, cette crise n'est qu'un catalyseur des choses qui étaient déjà sur la table. Simplement, là, on va se poser encore plus fortement ces questions-là. Alors, j'entends bien plus de data, plus de digitalisation. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de digitalisation ou d'efforts de ce point de vue-là qui ont été faits ces dernières années. Et puis, par rapport à tout ce qui est dataification, big data, etc., moi, ce que je vois, c'est aussi beaucoup d'entreprises qui en reviennent. C'est-à-dire, elles ont fait des efforts en termes humains, elles ont concédé des investissements financiers importants pour investir dans les données, dans le stockage. Et à la fin, les projets, il y a 80% des projets qui échouent. C'était une statistique de McKinsey, je pense, ou de Deloitte. Donc, encore plus. Mais pourquoi ? Je pense qu'il faut aussi savoir se concentrer sur l'efficacité. Aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, plusieurs choses. La première, parce qu'il y a plusieurs, dans ton point, il y a plusieurs, je détecte plusieurs points. La première chose, c'est oui, il y a 80% des projets data qui foirent, mais comme il y a un siècle, il y avait 80% des essais qu'on faisait sur les avions qui foiraient et on se cassait la figure. Et c'est pas pour ça qu'on a arrêté, et c'est bien parce qu'on a continué que il y a eu de plus en plus de succès et qu'aujourd'hui, le moyen de transport qui était le plus sûr jusqu'à maintenant et qui est toujours le plus sûr hors coronavirus, c'est l'avion. Donc on est au début de la data, donc brandir comme le fait McKinsey 80% des projets sont un échec, oui, c'est quasiment altruiste, mais franchement, honnêtement, bien sûr.
Et c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, tu as tout à fait raison, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'automatisation, et c'est bien pour ça que j'ai précisé dans le domaine des services. Dans le domaine industriel, ça fait 60 ans que les chaînes de production automobile se sont industrialisées, se sont automatisées, se sont robotisées. Et donc, dans l'industrie lourde, on a beaucoup industrialisé, on a beaucoup robotisé. Dans les métiers du service, on n'a jamais réellement rationalisé l'outil de production. Et là, il y a un vrai sujet. On est dans une économie de service mondiale, d'accord, et on n'a jamais rationalisé cette industrie des services. Et je pense que on va arriver, on est vraiment dans le virage là. Alexis, Victor, est-ce que vous partagez le point de vue de Jean-Philippe ? Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter là sur cette automatisation des services, mais je veux bien le croire. En tout cas, nous, on a des outils pour y contribuer. Oui, je partage complètement aussi cet avis-là. Les services ne sont pas... le secteur des services n'est pas assez optimisé ou automatisé, ça dépend vers où on veut tendre. Et donc, ça rejoint plein de projets qui étaient en cours. C'est quelque chose qu'on cherche à atteindre depuis plusieurs années maintenant. Moi, j'espère juste que ça permettra aussi de prendre conscience de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas. Ce qui est très important dans les métiers de service, ça reste quand même les humains. Donc il faut, ça c'est le positionnement de Debware, mais il faut les mettre en avant et les aider sur les parties les plus répétitives et les tâches à faible valeur. Donc l'équilibre est à trouver entre qu'apportent les humains dans les services et qu'apportent les robots. Mais je peux peut-être donner un exemple très concret, hein, si tu veux. Là aujourd'hui, sur quelque chose d'extrêmement basique, sur plusieurs ESN, donc des sociétés de services en ingénierie informatique et en numérisation, qui font chacune des milliers de personnes. Le problème de base actuellement, c'est de savoir quels sont les consultants qui sont encore sur des missions facturées clients versus ceux qui sont plus facturés parce que les missions ont été gelées ou abandonnées. Aujourd'hui, ça se traite avec de la feuille Excel. Quand on est plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers, c'est compliqué. Et c'est juste ce comptage de base, il est difficile à faire. Donc, c'est pour montrer l'étape dans laquelle on est en termes d'industrialisation des services. Hein. Il y a vraiment du boulot. Hein. Oui, complètement. J'ai des exemples aussi de routage des emails qui se font par plusieurs ETP. Juste indiquer qu'un email va dans telle boîte mail. Il y a des aberrations. Bon, il y a encore de l'espoir. Bon, allez, pour finir, on va se projeter, d'après vous, la forme de la courbe de reprise. Est-ce que c'est un U, c'est un V, c'est un L, c'est un I? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on finira là. Allez, Jean-Philippe. Alors, j'aimerais bien être optimiste comme l'a été JP Morgan ou comme les dernières prévisions de Goldman Sachs, hein, puisqu'ils donnent une courbe en V. Moi, je ne crois pas que ce soit une courbe en V. Je pense que ça va plus être une courbe en U, où on aura une reprise progressive, probablement à partir de juin-juillet, mais vraiment très très douce. Si, encore une fois, on arrive à sortir de ce confinement en juin, je parle de confinement total, hein, parce qu'on va y sortir étape par étape. Et je pense que 2020 sera une année vraiment compliquée, avec une reprise douce. Après, la question qui se pose vraiment, c'est que vont investir les gouvernements, comment vont se traduire les plans de reprise des gouvernements, et ça va être réellement structurant. Donc on voit des choses en Europe, on voit des choses aux US. Je pense que 2021 pourrait être une année d'investissement, notamment sur la relocalisation industrielle, qui sera importante et qui tirera aussi les services, etc. Mais je crois plus à une courbe en U qu'à une courbe en V, très honnêtement. Toi, Alexis, sur quoi tu paries ? Un peu pareil. Alors une courbe en U, c'est une accélération à la fin. Donc non, je le vois de façon linéaire, mais ça va prendre du temps. Ça va être très long, ça va être linéaire, mais bon, avec quand même des étapes importantes. Et jusqu'à la fin de l'année, on va encore en subir les conséquences. Et toi, Victor ? Donc moi, je pense aussi que la reprise va prendre du temps, être chaotique. À mon avis, la réindustrialisation, s'il y a lieu, va elle aussi prendre du temps. Je pense qu'on peut s'attendre à des récessions dans beaucoup d'économies, dans certaines des économies principales dans les 2, 3, 4, 5 années qui viennent, potentiellement. Ah, merci pour ce message d'espoir, Victor. Tu nous réjouis tous. Bon, merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle Victor Rothenauer de chez Photonauer, Jean-Philippe Coutuet de chez Woos, Alexis Laporte de chez Hubware. Merci d'avoir pris une heure de votre temps entre le canapé et la cuisine pour participer à ce podcast. Bon vent à tout le monde et bonne chance dans la période chaotique qui s'annonce.
À très bientôt. Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.